vendredi. Il est vendredi, acceptons-le. Il est vendredi soir. Pour nous, là où on tourne, il est vendredi soir. La semaine se termine pour certains, pour d'autres non. Non. Encore un petit jour et tu seras en week-end. Oui. Oui. Est-ce que ça va? Ça va. Tu as la forme? Oui, la grande forme. Oui, je me suis écouté le Homecoming de Beyoncé pour me réveiller toute la journée. Ah, en préparation à l'enregistrement. Ouais, c'est ça. Non, mais c'est très bien au boulot si tu vas avoir un peu d'énergie. C'est vrai. Qu'est-ce qu'on a écouté, nous, aujourd'hui? Si, on a écouté beaucoup Lavender Haze parce qu'il y a le clip de Taylor Swift qui est sorti. Ah, mais oui, alors, ce clip. Il est trop beau. C'est le meilleur des trois, je trouve. Il est si doux. Elle est si belle. Oui, elle enfume son mec dans sa chambre. Il y a un moment où elle se met face caméra et elle hurle et il y a un gros truc de fumée qui sort de derrière elle et on dirait qu'elle pète. Et ça sent la lavande. Voilà. Donc voilà, nous sommes un podcast Taylor Swift maintenant. Oui. On a abandonné les séries. Mais un jour, peut-être Taylor Swift fera une série et ça rentrera peut-être. dans le... Oh. Pour l'instant, Taylor Swift n'est pas dans le monde des séries. Je n'arrive pas à trouver... Alors peut-être que sa chanson a été utilisée vaguement quelque part, mais... Oh, je suis sûr qu'on parle d'elle en Nashville. Oui, je crois qu'à un moment, il y a... je me souviens plus leur nom. Il n'y a pas une fausse Taylor Swift. C'est pas genre, hey, il y a Taylor Swift. Tu vois une espèce de... je crois qu'à un moment, ils sont nommés aux Country Music Awards et elle fait partie des nommés, je crois, à un moment. Alors que Juliette est nommée et des trucs comme ça. J'ai l'impression que c'était il y a 10 ans. C'était il y a 10 ans. Quasiment. T'as vu qu'elle revient dans Scream 6 ? Hayden Panettiere fait son grand comeback. Ah, mais je savais pas qu'elle était dans un Scream. What ? Tu n'as pas vu Scream 4 ? Non. Le meilleur Scream avec le 1. J'ai vu que le 1. Il faut absolument que tu vois le 4. C'est le meilleur avec le 1. Elle a une coupe courte. Elle est trop belle et sexy. C'est trop. Et elle ne meurt pas, apparemment. Eh ben, non. Dans mes souvenirs, elle mourrait, mais en fait, pas. Je sais plus. She's alive. She's alive. Anyway, 2022, c'est terminé. Oui. Il y a un long moment. Bye. Et il y a plein de séries dont on n'a pas parlé parce qu'on voulait parler d'autres choses, parce que il fallait débriefer les 150 000 heures de Drag Race à débriefer. Il y a des priorités, hein. Et il y a des priorités. Donc voilà, on va tout reprendre depuis le début. On va essayer un peu de voir qu'est-ce qu'on a vu en cette année 2022, qu'est-ce que la 2022 nous a servi, ce qu'on a aimé, ce qu'on a peut-être moins aimé. C'est ça. Par quoi tu veux commencer ? Et à la fin, vous aurez un petit top 10 des séries qu'on a préférées en 2022. C'est ça. Voilà. Restez jusqu'au bout pour connaître la meilleure série de 2022. Tout à fait. C'est un des épisodes les moins préparés qu'on a fait, donc je vous préviens, on va improviser. On a fait une liste, littéralement j'avais la bouche pleine de spaghettis. Il y a 5 minutes. Et on n'a rien préparé. On a vite fait une liste de ce qu'on a vu. On va pas s'étaler longtemps sur ce dont on a déjà parlé en long et en large dans les épisodes précédents. Genre, je pense que vous avez compris qu'on a bien aimé Le Seigneur des Anneaux. C'était bien. Oui. C'était bien. Même si on avait des choses à redire. Est-ce que Le Seigneur des Anneaux sera dans le top 10 ? Ah, suspense. Vous verrez. Bon alors, qu'est-ce que tu nous sers en entrée là ? De quoi on parle ? The Crown ? On n'a pas parlé de The Crown saison 5. Parlons de The Crown. Bon. Et ce sont deux grands fans de The Crown qui vous parlent. Hein. Ben oui, on avait fait une vidéo sur la saison 4. C'est un peu... On s'était tout maté en 24 heures. C'est un peu notre série Netflix préférée. C'est ça. Et là... Catastrophe. Patatras. Oui. Patatras. C'est vrai qu'avant, on disait de manière très pédante, mais un très mauvais épisode de The Crown fait toujours un très bon épisode des séries en général. Non. C'était très mauvais. En fait, non, attends. C'était pas mauvais. C'était juste étrange. C'était étrange. C'était... Tu sentais qu'il préparait le terrain pour Charles. Ouais. Il avait un peu le beau rôle. C'est ça. C'était moins critique envers eux, même si bon, c'était pas non plus une critique extraordinaire, mais on va dire que j'avais plus l'impression de me faire avoir, quoi. Depuis le début, la série avait quand même, on en a longuement parlé, la série avait vraiment réussi à nous parler de ces gens humainement,
Ça veut pas forcément dire de manière positive, de raconter l'histoire humainement, mais en tout cas de les faire vivre en tant qu'être humain et en tant que personnage, tout en nous rappelant toujours qu'on parle d'un système complètement fucked up. Et tu sentais que la série ne partait jamais dans la complaisance et dans on n'était jamais là pour les plaindre. Et là, j'ai senti qu'on devait les plaindre. Et c'est la première saison où ça me fait ça. Où c'était « Oh, les pauvres, quand même ». Le bateau. Oh, non, mais le premier épisode, c'est elle qui nous fait tout un caca nerveux parce qu'elle veut garder son bateau. Et vraiment, je pensais vraiment que ça allait arriver à un moment en disant, on allait lui expliquer « Meuf, tu peux pas garder ce bateau, ça suffit. » Et en fait, non, la morale de l'épisode, c'est quand même la seule chose qu'elle ait bâtie de ses propres mains. C'est elle qui a vissé toutes les vis de ce bateau, qui l'a peint. S'il vous plaît. Donc, déjà, ça démarrait mal. Et puis, il y avait plein d'épisodes qui se terminaient. J'étais là, genre, oui. Et quelle est la morale de l'histoire ? Qu'est-ce que vous voulez nous dire ? Oui, c'est vrai. C'est très étrange. Diana... un des points positifs, merveilleusement bien interprété. Oui. Par cette actrice australienne. Oui, il fallait enchaîner après Emma Corrin. Voilà, qui avait mis la barre extrêmement haute parce que elle a un peu volé la vedette à tout le monde dans la saison 4, même celle de Olivia Colman, donc il faut le faire. Mais elle s'en est très bien sortie. Elisabeth Debicki. Elisabeth Debicki, c'est exactement ça. Je ne me trompe pas. Elisabeth Debicki, c'est ça. On n'est pas fou. C'était assez impressionnant quand même. Elle était assez impressionnante. Mais le personnage était étrangement écrit cette saison-là. On aurait dit qu'elle était la méchante de la saison en fait. Oui, c'est ça. Alors que c'était la reine du pétrole la saison d'avant, là, tout le monde était derrière elle. Il y avait des TikTok dans tous les sens. Oui. Et là, c'était un peu la relou du jour, quoi. Elle était. C'était très bizarrement. Enfin, le changement de relation que la série avait avec le personnage était trop abrupt et c'était très. Oui. Et puis une reine très absente. Oui. On l'a pas du tout vue. Oui, c'est vrai qu'il y a des épisodes où on la voyait pas du tout vue. On avait tout un truc sur Philippe là qui veut être russe là. Je veux être russe. J'ai fait un 24/7. Moi, je veux faire du train. Moi, je veux être russe. Moi, je veux faire de la calèche. Je suis orthodoxe. C'est pas juste. C'est quand même, je sais plus qui avait tweeté que ce personnage, cet homme qui était quand même problématique à beaucoup de niveaux, a été joué parmi les 3 acteurs les plus émouvants et fins de ces dernières années. Et je trouve ça un peu drôle parce que Jonathan Pryce il a mis tout son être. Oui, c'est ça. Et Jonathan Pryce est beaucoup trop attachant pour ce personnage. donc voilà. Il fait trop bon papy. Oui. Mais Imelda Staunton était très très bien. C'est ma performance préférée après Claire Foy. Oui. C'est dommage qu'elle a juste passé la saison assise. Oui, peut-être qu'on la verra plus dans la dernière. Mais peut-être. Ouais. Enfin, en tout cas, ouais. On donne un C+ à cette saison. Oh, un C+. C'est trop ? Je dirais un B-. Un B-. Oui, non, j'avoue, c'était trop violent. C'est dur. Ouais, j'avoue. Non. Ouais. Non. Il y avait quand même ces moments de grâce dans la saison. Oui. Avec ce Premier ministre qui passe son temps à s'occuper des affaires de la famille. Oui, des affaires de tout le monde. À un moment, il sert de médiateur entre Charles et Diana. Mais non, mais t'as pas un pays à gérer, mec. C'est clair. Ils veulent plus parler. Est-ce que le Premier ministre peut s'en occuper ? Bah oui, il a que ça à foutre. Puis il arrive, puis il y met beaucoup du sien. Il est très heureux de le faire. Mais il n'y a pas de souci, il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de souci, je m'en occupe. Bah non. De toute façon, il n'y a pas de souci, de toute façon. Donc voilà. D'autres choses à dire sur The Crown saison 5 ? Non, ça suffit. Bon, vivement la saison 6 quand même. Voilà. Drag Race France.
Bah, on a déjà fait Drag Race France. Très très bien, Drag Race France. Oui. Est-ce que Drag Race France sera dans le top 10 ? Ah, vous verrez. Nous verrons. Nous avons également dit au revoir à The Good Fight. Oui, très anxiogène cette saison. Oui, c'était... on a presque viré un peu trop dans le délire, mais je les suivais quand même. C'était quand même génial. Oui, c'est ça. Mais j'étais content que ça se termine. J'ai dit, bon, ça suffit. Ils sont partis dans un trip beaucoup plus tripant que The Good Wife quand même sur la fin. Ah bah oui, mais ça n'a plus rien à voir avec le début de The Good Wife. On est presque dans un mauvais rêve, en fait, au bout d'un moment. C'est ça, ils ont digivolvé dans tout un cauchemar pas possible. C'est ça. On dirait mais c'était bien fun. C'était bien fun. Mais bon, ça nous manquera. Est-ce qu'il y aura un troisième spin-off de l'univers dans The Good Universe ? Celui de The Good Fight avait été très vite annoncé avant même la fin de The Good Wife. Imagine, ils annoncent un nouveau spin-off avec Christine Baranski encore. La meuf qui s'arrête jamais. Mais oui, que va faire Christine Baranski ? Elle est dispo du coup ? Ben oui. Elle est dispo ? Elle est peut-être dispo pour jouer dans Evil, que je n'ai pas encore continué. Il faudrait que je le continue. Pour un autre projet ? Oui. Un truc à la White Lotus. Oh mon Dieu! Lotus, c'est saison 3. Métier Christine Baranski dans The White Lotus, c'est une très bonne idée. Mais oui. Ah oui! Alors The White Lotus, on va pas en parler tout de suite parce que Seb n'a pas encore vu la saison 2. Mais Ni la 1. Ah bon? Ah mais oui! Non. Oui, mais TikTok m'a fait voir quasiment toutes les scènes de Jennifer Coolidge de la saison 2. Mais il n'y a pas qu'elle. C'est tout comme. En tout cas, excellente saison 2. On en reparlera plus précisément quand Seb aura vu la série, mais regardez The White Lotus, saison 1 et 2. C'est fantastique et je pense que le générique va arriver en top 1 de mes Spotify Rap. Le générique est bien. Le générique est... Et le générique de la saison 2 est pas le même que la 1. Et celui de la 2 est mieux du coup. Tu peux pas danser en boîte sur celui de la 1. D'accord. This case is trying to murder me. Please. Mi capiche. The White Lotus, c'est fait. The Good Wife, c'est fait. What We Do in the Shadows? Oui. Qu'as-tu pensé de cette saison? Ça va. C'était pas la meilleure. J'ai moins ri. Oui. Mais ça, en fait, j'ai moins ri, pas la meilleure. Ils ont même, tu sens qu'ils avaient un peu plus de budget pour filmer, du coup, c'était un peu plus glossy comme image, c'était un peu plus clair, un peu plus éclairé. Ou alors c'est peut-être la personne qui craque les vidéos, qui les a mieux compressées, j'en sais rien. Mais oui, non, mais c'était mignon, genre toute la storyline avec Nadia et son club, c'était mignon. Ouais. C'était très très drôle. C'était un peu cringe la storyline de la femme de Nandor. C'est Nandor, hein? De Nandor, oui. J'ai pas su où est-ce qu'ils allaient avec ça. Oui, fallait pas trop prendre de recul. Non, je sais pas. Je me disais, c'est pas ce qu'ils ont fait de mieux. Je me disais, on va dire que c'est un fantôme, hein, Ouais. que c'est pas une vraie personne humaine. Mais bon. Et puis, c'est très bizarre. Le coming out de Guillermo était très très joli. Oui. C'était une très belle scène. Mais ouais, bonne petite saison. Ça reste toujours la meilleure comédie actuelle. Oui. À la télévision. Ils sont quand même très très drôles. Who will come on the wedding night? Je trouve qu'il y a un truc. Oui, la meilleure chanson quand Nander se marie. Mais de toute façon, dès qu'elle chante, c'est extraordinaire. Puis elle chante toujours avec ce. Yes. Attends, est-ce que c'est dans ce... Ah non, mais si, Sébastien, il y a eu l'épisode où il rencontre des principales de lycée ou de collège ou d'école pour le gamin. Oui. Je crois que c'est le meilleur. Oui, ils arrêtent pas de le... Oui, il est très drôle. Oui. Et il y a un moment où on lui pose une question à elle, je sais plus ce qu'on lui dit, et elle répond « Yes !» avec sa grosse voix d'opéra. Ça me tue à chaque fois. Tu disais, pardon. Je sais plus. Que c'était drôle. Oui, non, je trouve qu'il y a un truc que je me demandais, parce qu'il y a eu tout un délire autour de Colin Robinson et Laszlo.
Oui, c'est Laszlo. Oui. Le vampire. La relation père-fils, un peu. Oui, c'est ça. Et puis à un moment, je me dis, mais pourquoi c'est quoi le délire entre Laszlo et Colin Robinson Je crois C'est-à-dire qu'il le tient à cœur depuis la fin de la saison 3. Oui. Enfin, quasiment toute la saison 3, il l'a suivi parce que, alors spoiler alerte, il s'est rendu compte qu'il allait mourir à la fin de la saison 3. Donc il s'attache à lui, ils ont plusieurs épisodes ensemble, un peu en mode buddy movie dans la saison 3. Ça recommence en saison 4 où il le fait grandir. Je me dis, mais c'est quoi en fait la psychologie de ce personnage ? C'est quoi son délire derrière ? Lequel des deux ? De Laszlo. Parce qu'il a toujours été un personnage qui avait quand même... Il a un bon fond... Et oui, surtout, il aime les gens très facilement, enfin du moins les gens qui sont importants pour lui. Les rares scènes où il avoue à quel point il aime sa femme et tout ça, c'est très touchant. Et je pense que des 4, c'est le plus... Le plus humain. Ouais, un peu, je trouve. C'est celui qui est c'est le plus jeune vampire aussi. C'est celui qui a été... C'est vrai, oui. C'est le... Ouais, c'est celui qui a été le vampire le moins longtemps, donc il a peut-être encore un peu d'humanité en lui. Ouais. Puis cet acteur est tellement étrange parce qu'il est tellement bizarre et en même temps il met beaucoup de... Il est très émouvant, une espèce de petit nounours là avec son petit nez de hobbit et ses grands yeux noirs. C'est un de ses rôles les plus subtils. C'est vrai qu'on lui a fait toujours jouer des rôles très cabotins. Ouais. Voilà, et là il arrive à mettre un peu de subtilité dans un truc qui pourrait complètement partir en live. Oui. Et non, ça marche. Enfin, ils sont tous très bien, tous les 4, tous les 5. Ils sont tous magnifiques. L'épisode quand ils vont faire des courses au marché là. Faire des courses. Ah oui, il est super bien. Ils vont au stand tenu par les 2 sorcières, je sais pas quoi, suédoises, et en fait c'est un Ikea leur stand. C'est tellement débile. C'est débile. Mais on aime. Regardez What We Do in the Shadows. Oui. Andorre, c'était très bien. Alors ça a l'air bien. C'est très très bien. J'ai mis beaucoup de temps à m'y mettre. Honnêtement, j'ai abandonné après l'épisode 1. Vraiment, je me suis dit, qu'est-ce que c'est que ce truc ? C'est nul ? Qu'est-ce qui se passe ? C'est nul. Et après, j'ai vu que la hype avançait. Je me suis dit, merde. C'est un peu souvent avec moi, ça. J'arrête vite et après, j'attends qu'on voit si j'ai bien fait d'arrêter. Mm-hmm. Et là, manifestement, j'avais loupé quelque chose, donc j'ai continué. Je peux pas dire que c'est la meilleure série Star Wars. Je trouve que The Mandalorian reste la série la plus polish et bien fichue. Mais on va dire que Andorre, c'est la plus surprenante. C'est du Star Wars comme t'as jamais vu en fait. On dirait, je veux pas faire de bêtises en comparant ça à n'importe quoi, mais j'ai jamais vu The Wire, mais on dirait le The Wire de Star Wars. Ah ouais, d'accord. On est vraiment quand tu regardes cette série, t'as du mal à penser que c'est dans ce même univers où il y a. C'est-à-dire que les gens qui aiment pas Star Wars pourraient aimer Andorre. Complètement. Je sais qu'en ce moment, j'écoute souvent le podcast de Zach Braff et Donald Faison, qui est très très bien d'ailleurs. Ils sont très bêtes mais très très mignons. Et donc Donald Faison est très fan de Star Wars et Zach Braff déteste Star Wars. Et justement, ils parlent de Andorre à chaque épisode parce que c'est la première série que Zach Braff aime parce que il est impressionné par la finesse du scénario, la réalisation est assez impressionnante. On parle de thèmes très... C'est pas pour les enfants, quoi. Tu peux pas... Par exemple, voilà, c'est le premier Star Wars où tu peux pas mettre un enfant devant Andorre. C'est même pas que c'est pas pour son âge, c'est qu'il va rien comprendre. C'est que des intrigues politiques, de trahison, il faut trouver des financements pour telle affaire, pour tel machin. Des financements. Oui, parce que... Ils font des dossiers, passent devant des commissions, font des tableaux Excel. Tu blagues, mais oui, il y a une espèce de truc lié un peu à l'administration de cet univers. C'est The Office. C'est très bien ficelé, c'est très très bien. Puis qu'est-ce qu'il est beau lui. Enfin, en tout cas voilà, Andorre, topissime. Et c'est drôle, on dirait qu'il y a 3 séries c'est comme s'il y avait 3 actes et c'est 3 séries différentes. C'est très rigolo. Tu verras quand tu regarderas. Très bien. All Star, Drag Race, victoire de Jinx. Oui, on en a déjà parlé. Elle est finie sur Switch Beach. Merci, au revoir. C'était très cool.
Stranger Things, Sébastien a abandonné. Moi, j'ai bien aimé. Voilà, on en a déjà parlé de Stranger Things. Mais ouais. The Staircase, pas ouf. Regardez plutôt le documentaire de Jean-Xavier on Lestrade. en a parlé, on en a déjà parlé. Avec Toni Collette. Obi-Wan, c'était pas trop ma tasse de thé. J'ai trouvé ça un peu bâclé, un peu... Non, j'ai pas... Obi-bof. Obi-bof, ouais. Oh, t'en souviens de la scène avec la petite qui se fait poursuivre? Oui, c'est quoi déjà le délire? En fait, à un moment... Alors, je vais pas spoiler l'identité de la petite, mais en gros, il y a une petite fille qui se fait poursuivre vraiment par des méchants. Ah oui, et elle les sème, alors qu'elle a genre 8 ans. Non, c'est pas ils sont oui, 30. c'est pas qu'elle les sème, c'est que tu sens que le gars, il fait... Bon, courez pas trop vite parce qu'elle a des toutes petites jambes. Et donc, vraiment, tu peux voir les cascadeurs derrière qui sont en mode genre... Il y en a qui font du surplace. Avec la petite, tu sens qui met tout ce qu'elle a, mais elle effectivement, elle court extrêmement lentement. Et c'est très... Donc, c'est pas logique qu'elle se fasse pas attraper. Voilà, donc c'est très, très, très drôle comme scène. On a dit au revoir à Grace et Frankie. Oui. On en a parlé. C'était très beau. On a pleuré. On a... Bonne saison de 1. Oui. Mais bon, toujours bonne saison de 1. Est-ce que ça existe une mauvaise saison de 1? Voilà. Qu'est-ce que tu retiens cette année qui t'a fait... j'aurais dû le préparer. Quand t'as fait Cher. Ah bah oui, non mais oui, c'est homophobe. Hello, Swedish people. C'est Cher, homophobe et suédoise. Oui, mais Cher homophobe, c'est dans leur podcast, c'est pas dans un, je crois. Ah bon? Oui. Oui. Ou peut-être qu'elle a fait vite fait dans un, mais pour moi, c'est surtout dans le podcast. Oh, c'est Hello, the Swedish people. Hello, the Swedish people. Ah non, et Cher à l'aéroport. Put your iPad in the box. Non, oui, j'avoue, c'était ça la star de la saison. C'était Cher. C'était Cher. Mais bon, donc vous voyez, il existe des mauvaises saisons de The Crown. Il n'existe pas de mauvaise saison de 1. Du coup, 1 est la meilleure série qui existe. Est meilleure que The Crown. Bah, il n'y a pas de mauvaise saison de 1. Et j'arrive pas à trouver une série où il n'y a pas au moins une mauvaise saison. Donc, Friends? Non, je suis en train de les revoir en ce moment. C'est pas... C'est un peu inégal. Il y a vraiment des saisons où c'est un peu moins bon. D'accord. Non, arrêtez de chercher. C'est des maths, quoi. C'est la meilleure série au monde. C'est Katia et Trixie. Voilà. Oui, on n'a même pas dit ce que c'était. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Si j'ai vu The Mole, j'en parlerai plus en détail peut-être un autre jour. Mais très bonne télé-réalité, The Mole. Et nous avons vu The Dropout. Ah oui, avec Elizabeth Holmes. A drop of blood. Parce qu'on vous a déjà évoqué le fait que nous sommes fascinés, non pas positivement, mais plutôt... on a une obsession un peu étrange avec Elizabeth Holmes, cette... très vilaine personne. C'est une très vilaine personne, start-upeuse qui a eu le monde à ses pieds quand elle a une idée de, par une petite goutte de sang, te faire tester toutes les maladies possibles et inimaginables, et que tu pourras avoir un petit boîtier chez toi où tu mets une petite boîte une petite goutte de sang et pouf, on te dit si tu as le cancer. Voilà. Ou peut-être plus concret, par exemple, faire ta glycémie si tu étais diabétique, ce genre de truc. Et elle avait vraiment, ça a été partout, tout le monde lui donnait de l'argent, c'était aussi un symbole, c'était l'image d'une femme milliardaire, très jeune, qui s'en sortait, qui allait révolutionner la médecine, surtout aux États-Unis. Et qui avait lâché ses études. Qui avait lâché ses études, donc c'était aussi une inspiration de Bill Gates. Donc voilà, c'était vraiment, elle était partout. Et on s'est rendu compte que c'était du chiquet, que son truc ne marchait pas et qu'elle avait et qu'elle mentait à ses investisseurs. Donc du coup, tout ce truc s'est écroulé. Elle a pris, je crois, pour 20 ans de tôle, un truc comme ça. Je sais plus. J'ai continué. J'ai toujours pas compris si sa peine a commencé ou pas. Je ne crois pas. Alors j'ai l'impression que ça fait 6 mois que sa peine doit commencer demain. Oui, mais ça me rappelle un peu le procès de Robert Durst
first ou c'est toujours demain dans la justice américaine. Et... Mais elle a été condamnée. Hein. Oui, elle a été condamnée. Il n'y a pas de souci. Hein. Mais alors, je crois qu'elle était enceinte. Alors, est-ce que c'est parce qu'elle était enceinte que ça a pris du retard? Je sais pas. Oui, enfin bref. Mais en tout cas... Et donc, il y a eu un documentaire qui s'appelle... Enfin, il y a eu un podcast d'abord. Il y a eu un podcast, il y a eu un documentaire HBO. Qui s'appelle, je sais plus. Et il y a eu la série avec Amanda Seyfried. C'est ça. Qui, quand tu t'es tapé les documentaires et les podcasts, t'apprends pas grand-chose de plus. Bah c'est un peu ce que t'as déjà vu en moins bien. T'en apprends un peu plus sur sa vie privée, mais bon, c'est comme The Crown, ce qu'on te montre de la vie privée des gens connus. Tu sais toujours pas si c'est du lard ou du cochon, si c'est du... Voilà. Mais c'est tout sympa à regarder. Oui. Elle jouait bien. Avec cette horrible avocate. leur chef judiciaire, elle est horrible. C'est elle qui passe la série à être... Elle a aucune morale. C'est vraiment... Je m'en souviens plus. C'est avec elle a sa dernière scène dans la série, quand elle quitte Theranos. Je sais plus qu'il y avait pire qu'elle dans la série. Ah ben si, c'est elle qui... parce qu'il y a Stephen Fry dedans qui joue le docteur, le scientifique. Ah oui. Et c'est elle qui le vire et tout. Enfin, elle est horrible. Oui, ça y est, je vois. Mais ouais. C'était forcément adaptable en série. Enfin, c'est une histoire qui est faite pour une série. C'est tellement invraisemblable que... Oui. Mais voilà. Un B+. Ça va être le nouveau truc qu'on va noter des séries. Ah non. Et je crois que c'est tout. C'est à peu près tout ce qu'on a vu de cette année. De notable. Est-ce que tu veux faire ton top? Je peux vous faire mon top, effectivement. Allez. Qui as-tu mis en place numéro 10? C'est le top de Julia. Le top qu'on attend chaque année. Et qui arrive, qui est classé de 10 à 1. C'est-à-dire que le 10e, puis le 9e, puis le 8e, puis le 7e, puis le 7e. Tu l'as là, parce que c'est loin. Alors, je t'avoue que j'attendais que tu aies fini ton petit numéro pour le dire. Vrai, je suis prête. J'attendais que tu me coupes là. J'étais parti pour meubler. Bon, alors vas-y. Attention. Sachant que il y a un twist cette année. Et la série que je mets en 10e, Sébastien va pouvoir en parler aussi, puisque tu l'as vu également. J'ai mis Toutou Youtou d'une série française qui est passée sur OCS, qui est créée par Géraldine de Margerie, Maxime Donzel et Benjamin Adam. Alors, on en a peut-être déjà parlé. Maxime Donzel est quelqu'un qui a un grand rôle dans notre amitié avec Sébastien. Je pense qu'on se parle en réplique des visiteurs et en tweet ou épisode de Tutotal de Max Donzel. Oui. Et donc forcément, on est toujours intéressé de ce qu'il va faire par la suite. Et donc il s'est mis Il y a Louis 28 qui va sortir. Sorti, là. Ouais. Il faut qu'on regarde absolument. On a vraiment hâte. Mais voilà, alors si vous connaissez pas Maxime Donzel et Géraldine de Margerie, c'était eux qui faisaient donc les Tutotal, qui étaient des petites vidéos. C'est très niche Tutotal. C'est très niche. Ceux qui connaissent. Il fallait y être pour connaître quoi. C'est-à-dire que c'est un peu inexplicable en plus. C'est c'est des parodies de tutos YouTube. Donc, ils prenaient des tutos qu'ils chopaient sur YouTube, ils refaisaient les voix devant, et en fait, les gens te débriefaient une bande-annonce. C'est ça. Donc, et les tutos n'avaient pas forcément de rapport. Ça avait toujours un rapport un peu bizarre. Ça avait un rapport plus ou moins tiré par les cheveux avec le film. Genre, pour Maléfice, ils avaient pris un tuto d'une dame qui te fait un cours de botanique, si tu veux, en gros, par exemple. Et pour celui sur sa balançoire, c'était quoi? C'était c'était ce film horrible avec avec Me Before You ou un truc comme ça. Emilia Clarke. Oui, c'est Me Before You. Qui aide de vie pour un mec en fauteuil, là. C'est ça. Un mec riche en fauteuil. Exactement. Et il y a genre une scène où ils font de la balançoire, et du coup... Ils sont partis de cette vidéo de ce gentil monsieur qui nous fait sûrement une petite vidéo tranquille sur une balançoire. Sur sa balançoire, mais c'est doublé dessus. C'est un vieux raciste de droite. Max Donzel, il met tout ce qu'il a. il met tout ce qu'il a. Les points de retraite, du banc de mou.
La petite dame qui fait Maléfique, elle est trop drôle aussi. Oui. Ouh, qu'elle m'agace. Le fan de Julia Roberts. Oui. Elle est sans fard, sans chirurgie, elle donne tout, il lui reste rien. D'ailleurs, si vous habitez Paris et que vous prenez la ligne 4, la voix qui annonce les stations de la ligne 4 ressemble beaucoup à la voix du fan de Julia Roberts dans Tu Total. Est-ce que quelqu'un peut apporter un parapluie qui marche à Madame Roberts? Bref, on a parlé du Total. Et attends. Oui. Et surtout, c'est là d'où vient. Tu t'appelles comment? Thérèse. Et toi? Carole. Voilà. C'était pour le film Carole. Oui. Avec alors, Kate Blanchett, on va lui faire des petites cuticules. Oui, parce que c'est une meuf qui fait du nail art. De l'onglerie, là, du nail art. Donc, bref, je disais, on a parlé de Total pendant 5 minutes, mais pas de Tutu YouTube. Donc, très rapidement, Tutu YouTube. Donc, on n'a pas mis Tu Total en 10. Tu Total n'est pas une série. Tutu YouTube est une série créée donc par Max Donzel et Géraldine de Marjorie. Et ça raconte l'histoire. Bah, vas-y, raconte-nous Tutu YouTube. Ça raconte, on est dans les années 80. Oui. Les années 80 bien mûres, mais pas les années 80 de Stranger Things, les années 80 de la France où tout est marron, orange et vert cacadois. Ça suit le quotidien de plusieurs femmes, des femmes au foyer, célibataires ou jeunes. Elle est pas ado, je pense pas qu'elle est ado. C'est pas que des femmes, il y a aussi des petites jeunes, des petites ados ou très jeunes adultes en tout cas. Il y a un peu de tout. Et elles sont toutes liées plus ou moins à l'usine d'aéronautique d'à côté. Oui, parce que ça se passe à Blagnac, à côté de l'aéroport de Blagnac, Toulouse. C'est ça. Et arrive dans le quartier une Américaine, immense, blonde, avec une queue de cheval, qui fait de la gym tonique, comme Jane Fonda à l'époque, comme c'était bien la mode à l'époque. Et elle veut les inscrire. Elle fait un cours de gym tonique et elle approche les meufs un peu dans un côté empowerment féminin, genre « Allez les filles, nous allons tous ensemble faire de la gym. » Oui, parce qu'elle a un accent anglais extraordinaire. Mais en fait, cette femme est très, très mystérieuse. Elle est pleine de secret, on la voit, elle espionne avec des jumelles, elle a des choses cachées dans sa cave, donc on va vous laisser découvrir ce qui se passe. Mais c'est très très drôle. On n'a pas tout fini. J'ai tout fini, moi. T'as tout fini, très bien. Toi, t'as fait tes devoirs, moi non. Ça s'essouffle un peu à la fin, je trouve. Il y a des épisodes qui s'enchaînent un peu vite. Le début de la saison est mieux que la fin, mais l'idée était tellement originale et c'est tellement bien exécuté que ça méritait d'être dans ce top, je trouve. Et tout le casting est formidable. Oui, tellement. Oui, c'est très très drôle. C'est très 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 drôle. Et super générique. Alors, oui, puis il y a du bon suspense. Ouais. Non, franchement... bien aimé. On a bien ri. On a beaucoup ri. En numéro 9, j'ai mis la nouvelle série créée par Issa Rae, qui est la créatrice de cette série très populaire qui s'appelle Insecure, que je n'ai pas vue, mais que toi tu as vue, je crois. Oui, j'ai vu 2 saisons, je crois. En tout cas, Insecure s'est terminé cette année ou l'année dernière, il me semble, je ne sais plus trop. Mais elle a commencé à créer une nouvelle série dans laquelle elle ne joue pas. Mais donc, qui s'appelle Rap Shit. On s'est intéressé à ça avec Sébastien parce que on adore un podcast qui s'appelle Keep It, qui était c'est un podcast de pop culture et l'une des podcasteuses a quitté le podcast pour devenir actrice et elle a le rôle principal de Rap Shit. Donc c'est rigolo de la voir. On l'a connue Aïda Osman qui je pense va conquérir le monde parce qu'elle est terriblement talentueuse et charismatique. Et donc voilà, on l'aimait beaucoup dans ce podcast et donc voilà, c'est trop mignon de la voir éclore tel un papillon là dans cette série. Elle est bien dedans. Elle est très très bien, elle joue très très bien. Elle est accompagnée de Chameleon que je connaissais plutôt comme rappeuse. C'est elle notamment, je l'avais connue grâce à Black Lady Sketch Show et c'est une de ses chansons qui est utilisée pour le générique de la saison 2 et les génériques de cette série sont très bien et donc j'avais regardé, je sais qui cette rappeuse et donc c'est Chameleon et donc en gros c'est l'histoire de 2 jeunes femmes qui habitent à Miami. L'une est mère
mère célibataire, l'autre est un peu une jeune femme qui se cherche encore professionnellement. Les deux ont une passion énorme pour le rap et ont une alchimie assez magique et vont créer en live sur Twitch un son qui est très populaire. Et grâce à ça, elles vont monter un duo de rappeuses et leur succès va aller de plus en plus fort, va mettre en péril leur amitié, enfin voilà, c'est vraiment une histoire. J'ai pas envie de dire classique, mais voilà, c'est deux inconnus qui débarquent dans le monde de la musique et comment on vit ce genre de choses. Et c'est très très bien. Vous allez voir, le début m'a un peu déconcerté. C'est filmé, c'est comme si c'était filmé tout le temps par téléphone, comme si c'était une story Instagram qui ne s'arrête jamais. Et c'était pas forcément. J'ai trouvé que c'était pas très bien fait au début, et en fait, j'ai bien fait de continuer parce qu'en fait, plus on avance dans la série, plus le format prend son sens, et c'est très 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 bien, et ça a été heureusement renouvelé, ça passe sur HBO aux États-Unis, et c'est très 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 cool, vraiment, et j'écoute leur chanson en boucle, elle est trop trop bien. Voilà, donc je conseille beaucoup Rap Shit, c'était très très cool. Voilà. Très bien. En Number 8. La France, 8 points. En number 8, je vais remercier un ami à nous qui nous a conseillé cette série parce que je l'aurais peut-être jamais regardée. C'est une petite série anglaise qui s'appelle The Baby. C'est une série d'horreur. Alors ça fait un petit moment que je l'ai vue, j'espère que je vais me rappeler de tout. En tout cas, c'est l'histoire d'une jeune femme qui s'appelle Natasha, si je me souviens bien, qui est une célibataire endurcie, qui n'imagine absolument pas sa vie mariée à qui que ce soit, qui ne veut certainement pas avoir d'enfants et qui commence à être entourée de copines à elle, qui commence à être maman, et elle commence à être un peu laissée de côté par son groupe d'amis parce qu'elle n'a aucun désir de vouloir rentrer dans cette vie-là. Et attends, comment ça arrive déjà ? Comment elle... Je vais pas trop vous en dire parce que c'est tellement étrange, mais son destin croise celui d'un bébé. Un bébé, tout ce qu'il y a de plus bébé, classique. Et ce bébé va se révéler être démoniaque, alors qu'il n'a rien de démoniaque physiquement. Le bébé démon. Mais c'est vraiment un espèce d'antéchrist réincarné. Et il provoque des morts très violentes à quiconque s'approche de lui. La seule personne à qui il ne semble vouloir aucun mal, c'est Natasha, qui se retrouve farcie de ce bébé, qui est un danger public pour tout le monde, et elle se retrouve à devoir s'occuper de lui, mais en fait elle cherche un moyen de le refiler à une espèce d'organisation qu'il recherche pour le tuer, parce qu'il peut provoquer la fin du monde. Enfin, c'est tellement bien, c'est tellement drôle et effrayant au possible. Ils disent que c'est horrifique comique parce que c'est quand même drôle. Et le bébé est tellement mignon en plus. Ils ont vraiment pris le baby Yoda des bébés. Il est vraiment trop il est trop choupinet. Et il est evil. Il est vraiment super méchant. Et l'actrice est géniale. Et elle et le bébé ont un très très bon rapport. Elle embarque aussi sa famille et sa sœur qui veut avoir un enfant avec sa femme, et donc du coup enfin bref, c'est tu veux dire qu'il y a une alchimie entre une actrice adulte et un bébé. Eh ben, écoute, je t'imagine bien en junket, ouais, avec machine, on s'est entendu dès le bah écoute, les essais. Oui, écoute, c'est le cas. J'imagine le bébé de Roger Rabbit, tu sais, avec son cigare et sa grosse voix là. C'est un peu ça, mais sauf qu'il parle jamais. Dans mes souvenirs, il parle jamais. En tout cas, voilà, je vous en dis pas plus. Il faut mieux ne pas trop en savoir. C'est très très drôle, c'est très flippant, c'est très court. C'est une mini-série en plus, donc c'est terminé rapidement. Et c'est génial. Il aurait fallu peut-être 2 épisodes de plus pour que la fin soit moins rushée, mais c'est génial. Donc voilà, The Baby, très très bon cru. Très bien. Ensuite, en numéro 7, je suis pas très très originale, mais j'ai dû m'incliner parce que je me suis quand même beaucoup amusée devant cette série qui n'est pas parfaite mais qui est très cool. J'ai beaucoup aimé House of the Dragon, le spin-off de Game of Thrones. Voilà, donc je ne vais pas m'étaler parce que je pense que vous avez quasi toutes et tous vu House of the Dragon. Je n'attendais rien de cette série. Limite, ça me saoulait plus qu'autre chose qu'elle sorte, parce que j'avais pas du tout envie de me replonger dans le monde de Game of Thrones.
Je pense qu'on était un peu dans le même cas avec Sébastien. Et en fait, c'était très bien. C'était très différent. J'avais vraiment l'impression de regarder The Crown à Westeros. D'accord. On est... C'est même pas The Crown, c'est même pas Game of Thrones saison 1, c'est vraiment autre chose. Oui, complètement. C'est beaucoup moins... Ouais, c'est plus The Crown, quoi. Il y a déjà... La temporalité est très différente. Le premier saison de Game of Thrones, c'était très rapproché dans le temps. Là, je crois qu'on couvre presque 20 ans en une saison. Donc, on change d'acteur régulièrement. Les performances sont très, très belles. Donc c'est vraiment très cool. Puis il y a Paddy Considine que j'aime beaucoup là, c'est l'acteur qui est un peu dans la bande d'Edgar Wright là, qui fait le roi, qui est très bien. Matt Smith a un personnage tellement étrange, mais un peu fascinant. Donc voilà, la série a des défauts similaires à Game of Thrones où des fois elle se repose un peu beaucoup sur une espèce de violence gratuite. Cette fois-ci, c'est les accouchements. Voilà, ils sont passés à ça maintenant. Il fallait faire souffrir les femmes d'une autre manière. On va leur faire vivre des accouchements un peu traumatisants. Il y en a eu au moins 4 de trop, je dirais, dans la saison. Il y a autant d'accouchements. Ouais, c'était quelque chose. Qu'est-ce qui se passe? C'est pas Call the Midwife. Je te dis, on passe 20 ans pratiquement, donc il y a le temps de faire des bébés. Donc voilà. Mais je lui reproche certaines choses. J'ai vécu des grands moments avec cette série. Il y a des fins d'épisodes qui sont à couper le souffle. Et la fin de saison est très, très impressionnante. Donc voilà, c'est vraiment... je l'ai pas vu venir. Tu te souviens quand tu attendais le générique? Oh mon Dieu. C'était tellement étrange. Parce que vraiment, j'ai lancé l'épisode 1 en me disant, waouh, ça va être quoi le nouveau générique de... C'est pas l'épisode 1 en plus, il y avait pas le générique dans l'épisode 1, c'était dans l'épisode 2 où il est arrivé. Et je me suis dit, oh là là, le générique de Game of Thrones était quand même cool, qu'est-ce qu'on va avoir? Et je me souviens que une fraction de seconde avant que le générique commence, mais vraiment une fraction de seconde, je me suis dit, oh, imagine, c'est le même que Game of Thrones, vraiment. Et j'avais à peine terminé ma pensée que les notes du générique de Game of Thrones ont commencé. Et j'ai été tellement choquée parce que c'était tellement raccord avec la pensée que je venais d'avoir que j'ai cru que je délirais, en fait. et il m'a fallu 5 longues secondes pour me rendre compte que c'est le même générique. C'est le même générique. Alors, c'est pas le même visuel, mais c'est la même musique. Et c'est très, très drôle. Après, j'ai fait ma paix avec ça parce que c'est une histoire de Game of Thrones. Oui. Donc, ça me choque plus. Donc, bon. Mais bon. Donc, ouais, hâte que tu le vois parce qu'il y a tellement de choses à débriefer. J'ai trop hâte. En 6e position, j'ai mis, à ma grande surprise, The Sandman. Cette série Netflix. Mais tu l'as vu quand? On n'en a jamais parlé? Je sais plus. Tu l'as vu genre en une après-midi? Non, je crois que je l'ai vu un peu étalée. Je l'ai commencé quand elle est sortie, puis j'ai revu quelques épisodes et je l'ai terminé en novembre, quelque chose comme ça. Mais je suis étonnée parce que c'est la première fois que j'aime Alors oui, je suis désolée, je n'aime pas trop Neil Gaiman. J'ai rien contre ce monsieur, il est très sympathique et je le suis sur Twitter et il est très très cool comme monsieur. Je n'ai juste aucune connexion avec son univers. À chaque fois que j'ai vu quelque chose qui était de lui, j'avais du mal. Je ne sais pas pourquoi. Et c'est la première fois que j'aime une œuvre de Neil Gaiman avec The Sandman. J'ai adoré la série. C'est presque un peu des épisodes indépendants les uns des autres. C'est fantastique. Et puis ça aide qui est ma petite femme Jenna Coleman qui joue un gender bend John Constantine. Ah oui, c'est vrai qu'elle est dedans. Eh ben, elle joue Constantine, mais ils ont choisi de faire de Constantine Jane Constantine, il me semble. Quand c'est que nous sort Victoria, là... je crois que ça ne sortira jamais. Bon. Numéro 5. Numéro 5. Numéro 5. Drag Race France. Oui. Bon, ça suffit. Bah, c'était génial.
C'était super, oui, c'était bien. Et certes, c'est pas de la fiction, mais j'ai déjà fait des tops où je mettais parfois la non-fiction. Voilà, ça reste, voilà, il y a une histoire à raconter. C'était une très belle histoire, la saison 1 de Drag Race. Et si vous ne l'avez toujours pas vue, qu'attendez-vous ? Plongez-vous dans leurs bras. Elles sont magnifiques. En 4e position, j'ai mis une série que j'ai vue un peu sur le tard, mais qui était très 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 bien. J'ai vu Usekin, de la série qui passait sur Disney+. Je crois que c'est la première série française Disney+. Et ils se sont attaqués à ce sujet qui est très très fort, dont il y a eu quasi en même temps un autre film, un film sur le même sujet. Donc le meurtre de Malik Oussekine par la police française dans les années 80, il me semble. C'est ça, hein, c'est dans les années 80. Et toutes les conséquences sur la famille, sur la France, que le meurtre de cet homme a eu lieu. Je me rends compte que j'étais très désinformée sur cette affaire. J'en avais entendu parler, mais j'étais pas au courant de pas mal de détails. Et la série a une vibe un peu... Alors, c'est pas du tout la même chose, mais ça m'a donné un peu le même feeling que la première saison d'American Crime Story. Dans le sens où c'est pas le même style, mais il y a la même attention, il y a la même envie de raconter une histoire politique et sociale pour parler d'un pays, en l'occurrence ici la France, un peu comme c'était la même chose pour American Crime Story pour parler des États-Unis à travers une seule affaire. Et la série a un peu la même envie, je trouve, et elle le fait. C'est tellement bien écrit. C'est tellement bien interprété, c'est tellement bien monté. Tu vas beaucoup aimer, je pense, le montage de cette série, parce qu'on s'arrête jamais vraiment sur ce qui s'est passé le jour de sa mort. C'est un espèce de fil rouge, en fait, qui revient d'épisode en épisode, où on en sait toujours un peu plus à chaque épisode, jusqu'à ce que la vérité éclate à la fin. C'est très très fort, c'est très très bien interprété. Dans le casting, il y a cette superbe actrice qui s'appelle Iyam Abbas, qui joue aussi, enfin c'est une grande actrice, mais qui joue dans Succession. Oui, elle joue dans Succession, et j'allais dire aussi un de ses rôles de série récemment, elle joue la mère dans Rami aussi, récemment. Et donc là, elle joue la mère de Malik Oussekine, et autant vous dire qu'elle est impressionnante dans ce rôle. Donc voilà, vraiment superbe série française. J'ai beaucoup aimé Oussekine. Voilà. Numéro 3, je m'étalerai pas trop dessus, j'ai mis The Rehearsal, cette fameuse série OVNI qui est impossible à raconter, donc je ne vais pas essayer de vous la raconter. J'ai déjà essayé de le faire dans un épisode. C'est très bizarre, c'est excellent. Regardez The Rehearsal. On ne peut pas la raconter, il faut voir la série pour la comprendre, et quand vous l'aurez vue, vous comprendrez pourquoi on ne peut pas vous la raconter. C'est impossible d'expliquer cette série, mais elle mérite cette 3e place parce qu'elle est vraiment incroyable. En 2e place, Sébastien se joint à moi parce qu'il l'a vu aussi. On est très heureux de mettre la comédie américaine Abbott Elementary, qui passe sur ABC, qui est sortie en tout début d'année. Je sais pas si on en a déjà parlé. Je crois qu'on en a jamais parlé. Tu veux raconter ce que c'est, de quoi ça parle? Abbott Elementary, ça a été fait par Quinta Jones. C'est Jones son nom de famille? Je vais te dire ça tout de suite. Elle s'appelle Quinta, c'est son prénom. Alors, elle s'appelle Quinta Brunson. Voilà. Elle a fait le buzz quand elle bossait sur BuzzFeed, donc vous avez peut-être déjà vu sa tête sur des gifs ou des vidéos. Et elle a décidé d'écrire une série qui a fait un succès monstre aux États-Unis, qu'ils ont raflé plein de prix, qui parle du quotidien de professeur dans une école élémentaire publique de Philadelphie, et qui va dans les quartiers noirs afro-américains, et qui va donc raconter qui va même pas parler de sujets sociaux à chaque épisode. Ça reste une comédie. Voilà. C'est un documentaire, donc il y a un petit côté The Office, un petit côté Park and Rec, tout ce que vous voulez, sur fond effectivement que ces écoles-là ont pas de budget et qu'elles doivent faire un peu avec ce qu'elles ont. C'est un peu une lettre d'amour, en fait, on va dire, à tous ces profs qui arrivent à créer une petite bulle d'une éducation humaine et digne pour leurs enfants, et qui sont
En fait, je dis ça, mais c'est 90% d'humour, en fait, cette série. C'est surtout très, très drôle. On rit énormément devant Abbott Elementary. Les personnages sont tous très bien. Le personnage de Quinta est vachement bien. C'est la petite prof qui commence, qui veut tout bien faire, qui est très carré, qui a tout organisé jusqu'au bout, qui a ses principes, qui regarde avec les yeux dans le beurre tous les vieux profs qui sont là depuis longtemps. Elle les voit tous comme des mentors et eux, ils sont en mode, mais laisse-nous tranquille. Ils sont un petit peu blasés, ils ne croient plus au système et tout, et elle veut encore croire au système. Il y a la prof italienne là, qui était la nounou dans Hanoukat là, elle a toujours un mec. Elle a toujours un mec chez les flics, chez les plombiers, chez les machins pour régler si t'as un problème. Elle a un gars quoi, qui peut t'aider pour tous tes soucis. Il y a Barbara. Oui. Qui est une légende en elle-même, qui est la prof, la season prof, quoi, la prof qui a de la bouteille, qui est très rassurante, mais qui est une femme très, très sage, très conservatrice dans le sens sage, oui, pas dans le politique, mais voilà, il y a le jeune prof un peu nerveux, il y a l'autre prof un peu introverti qui débarque. Ouais, qui jouait, c'est alors James Williams qui jouait dans Everybody Hates Chris quand il était petit. Il jouait le rôle de Chris. Donc vous prenez tout ce petit monde, vous les mettez ensemble. Et il y a la principale. Ah, il y a Ava qui est extraordinaire. C'est un peu Jenna en proviseur d'école. C'est égocentrique comme c'est pas possible. Mais au bord un peu du harcèlement sexuel avec certains de ses avec certains de ses collègues, enfin pas au bord, non, complètement dedans. Mais elle est très très drôle. Il y a une blague qui me fait hurler de rire, c'est qu'à un moment elle est très déçue de pas être au courant de la dernière trend sur TikTok, et elle dit mais ça fait des mois que j'essaie de faire croire à mon téléphone que j'ai 20 ans, j'ai arrêté d'utiliser des majuscules. Exprès. Et c'était très drôle parce que quand j'ai vu ça, j'avais une collègue aussi au boulot qui avait 20 ans qui n'utilise jamais de majuscules et ça me rend dingue. On m'envoie des messages. Bref. Donc vous prenez tout ce petit monde, vous les mettez ensemble dans une salle de prof et la magie s'ensuit. C'est vraiment très drôle, la beauté élémentaire. Oui. Et elle est partie pour c'est la nouvelle vraiment série, la nouvelle poule aux œufs d'or d'ABC. On sent que ça va durer pas mal de saisons. C'est vraiment le gros succès de ces dernières années aux États-Unis. Gros succès critique, gros succès public, des audiences, des awards, season. Ça a redonné un peu une jeunesse à cette actrice donc, qui joue comme tu disais, la Barbara Shirley Ralph qui rafle tous les prix en ce moment. Et elle chante une belle chanson à chaque fois qu'elle a un prix. C'est merveilleux. Et c'est l'original Dreamgirls. Elle était dans la... Oui. C'est l'original Dreamgirls. C'est ça. La comédie musicale à Broadway. C'est ça. Ouais. Je n'ai jamais vu la version film avec Beyoncé et Jennifer Hudson. J'ai senti qu'il fallait que je le voie. Je sais quand c'était sorti, mais ouais. Donc Abbott Elementary, super. Il y a 2 saisons en plus maintenant. Donc vous avez de quoi vous régaler. Et c'est diffusé sur Disney+ en France. Ah bon ? Oui. Ah bah voilà, bah allez, hop. Allez, qu'est-ce qu'attendez-vous ? Hop. Tout de suite. Et c'est le moment du number 1. Oui. Et alors ? Et donc c'est le moment du petit twist, puisque je n'ai pas réussi à départager 2 séries cette année. Ça a été impossible. En fait, parce que... It's a tie. Parce que, vraiment, en fait, je me disais, du coup, si je mets pas l'une des deux en numéro 1, elle ira en numéro 2. Et en fait, je ne pouvais pas imaginer cette série en numéro 2. J'ai dit, non, mais c'est pas la série numéro 2. J'ai pas réussi à le départager. Donc c'était impossible. J'ai une vision de toi sur ton bureau, à la bougie, avec des feuilles partout, le tonnerre qui éclaire, et là en train de... Mais je ne peux pas. Non, c'était... Tel Mozart, tel Amadeus, sur ton lit. C'était impossible. Donc je ne sais pas par laquelle je commence. Avec moi en Salieri, pardon, je suis encore dans le... Bref. Non. Oui, fais ton top 10. Mon Dieu. Donc bref, en numéro 1. Qu'ai-je mis en numéro 1 ? Oui. En
en premier, pas du tout dans un ordre particulier, voilà, ça va être en ordre alphabétique. J'ai vu donc Pachinko, qui est donc une série sud-coréenne et canadienne, je crois également, et qui est diffusée sur Apple+. Donc c'est une série originale de Apple Plus TV, je crois que c'est donc le même truc de streaming qui fait Ted Lasso et compagnie. Ah bah tiens, en plus le livre est là. C'est adapté d'un roman. Qui est celui-ci, qui a marché très bien, qui est écrit par Je vous montre le livre. Min Jin Lee, je le montre à Sébastien, qui est une saga familiale et dont l'adaptation était très attendue parce que le roman est très est très apprécié. Cette série m'a appris énormément de choses sur l'histoire de la Corée du Sud. Donc je vais essayer de vous raconter l'histoire de la série qui est forcément liée à l'historique de ce pays. J'espère je ne vais pas dire de bêtises parce que il faudrait que je me renseigne. Ça m'a donné envie de me renseigner un peu plus parce que je me rends compte que je ne savais pas grand chose sur l'histoire de la Corée. Mais en tout cas, c'est comme ça que l'histoire nous est racontée dans cette série. C'est en fait une série qui se déroule sur plusieurs générations où on va suivre une famille. Et on est à la fois partagé entre le présent, et le présent c'est les années 80, c'est 1989 même je crois, le présent, et le passé, où on nous raconte la jeunesse de la matriarche de la famille, la grand-mère du coup actuellement. Et sa vie sur comment elle est née en Corée du Sud et elle est arrivée à vivre au Japon, puisque en 89 on est au Japon, et ça nous raconte que alors je sais pas si c'est une histoire d'invasion, mais en tout cas les Japonais étaient présents sur le territoire sud-coréen pendant cette guerre, et les Sud-Coréens étaient très très mal vus par les Japonais. Il y avait, je crois, en tout cas dans la série, ça nous montre qu'il y a un refus pour les Coréens de parler leur propre langue, de manger leurs plats nationaux. Voilà, il y avait vraiment de la part des Japonais un grand mépris en fait du peuple coréen, et beaucoup de femmes sud-coréennes étaient obligées d'aller au Japon, soit forcées pour aller travailler, soit elles se mariaient en fait et elles étaient obligées de quitter la Corée pour se retrouver au Japon. Donc nous suivons, l'héroïne s'appelle donc Sunja. Quand elle est plus âgée, elle est d'ailleurs jouée par Yoon Yoo-jung, qui est l'actrice qui a de Minari, qui a gagné l'Oscar du meilleur second rôle l'année dernière, il me semble, ou il y a 2 ans. Oui. Je sais plus. L'année dernière. Oui, il y a 2 ans. Je sais plus. Non, c'est il y a 2 ans. Oui. Parce que elle l'a présenté l'année dernière, je crois. Oui, c'est ça. Donc on a la chance d'avoir cette grande actrice là-dedans. Il y a aussi donc cet acteur qui s'appelle Lee Min-ho. Alors je me suis fait beaucoup. Alors je ne regarde pas du tout de drama coréen. Et donc à un moment j'ai parlé de cette série à un ami à moi qui est très très fan de drama coréen et je lui dis oh là là, il y a cet acteur dans Pachinko, il est incroyable, il est très beau, il joue très très bien. Je sais pas si tu le connais. Et donc j'ai dit son nom et il m'a regardé mais comme si j'étais dit mais Julia, c'est une star. Enfin, donc, mais en tout cas, voilà, on est vraiment plongé dans cette grande saga familiale. On va et vient entre les époques. Voilà. Et en fait, le thème principal de cette série, quels sont les traumas liés au fait d'être arraché de son pays et de sa culture. C'est cette jeune femme qui laisse absolument tout derrière elle, qui part vers l'inconnu en étant persuadée qu'elle ne pourra jamais revenir chez elle, ni revoir sa famille, en l'occurrence sa mère. Et en même temps, dans le présent, on suit en fait son petit-fils qui est lié à des affaires immobilières où en fait ils essayent d'obtenir que une population quitte un quartier pour qu'ils puissent vous faire un super hôtel ou je sais plus quoi d'autre. Et la seule personne qui refuse de signer et d'accepter l'argent, c'est une petite dame coréenne qui ne veut absolument pas laisser sa maison. Et cette petite dame coréenne va un peu devenir le symbole de cette résilience de
ces personnes coréennes qui étaient arrachées de leur nation et qui ont rebâti leur vie au Japon et leur impossibilité, que les années ont passé, elles auraient la possibilité de revenir en Corée et pourtant elles se refusent de le faire par traumatisme et par le fait qu'elles pensent qu'elles n'ont pas le droit, en fait. C'est terriblement triste. Alors c'est vraiment, vraiment une série très, très triste. J'ai quasi pleuré à chaque épisode. J'étais vraiment à fleur de peau quand je l'ai regardé et c'est tellement, tellement beau. La série est d'une beauté visuellement. Il y a des plans, mais c'est tellement bien joué. C'est tellement bien fichu. Je ne l'ai absolument pas vu venir. C'est trop, trop, trop beau. Ça m'a appris donc plein de choses historiquement parce que, encore une fois, je ne connaissais rien de ce sujet-là et ça m'a donné envie de me renseigner plus. Et ce n'est pas fini. C'était annoncé comme une mini-série, mais il y aura une suite parce que le roman n'est pas terminé au stade où ils en sont apparemment. J'ai pas encore fini le livre, mais ils n'ont pas terminé le roman dans l'adaptation. Et c'est fantastique. Le générique est incroyable, Sébastien. Toi, tu vas le détester, je le sens. Oh. Mais le générique est génial. C'est un de mes nouveaux génériques préférés. Je le remettais tout le temps. Il est trop bien. C'est tous les personnages qui dansent. Là, j'ai pas les mots pour décrire cette série. Enfin, si je les ai parce que j'en parle depuis un petit moment. Mais c'est trop bien. C'est trop, trop, trop bien, Pachinko. Je vous supplie de la regarder. Elle a gagné un Golden Globes récemment. Elle a gagné le meilleure mini-série, je crois. Et elle ne l'a pas volé. C'est fantastique. C'est fantastique. Mais voilà, encore une fois, accrochez-vous parce que c'est intense et c'est très triste. Mais il y a aussi des moments de joie, des moments de bonheur. C'est trop beau. Voilà, ça méritait le numéro 1. Et en numéro 1, 2. B. Bis. J'ai mis cette mini-série, malheureusement, mini-série anglaise qui s'appelle This is Going to Hurt avec notre chouchou, notre amour, Ben Whishaw. Oui. Que nous aimons beaucoup. Nous suivons sa carrière de près. Nous vous avions vendu London Spy comme si c'est nous qui l'avions fait. Et Ben Whishaw continue cette belle carrière de télévision avec cette série qui se passe dans les années 2000 et qui vous raconte le quotidien d'un docteur qui travaille en salle d'accouchement dans un hôpital public anglais à Londres. Et c'est l'occasion de parler de l'état de la santé publique en Angleterre. Donc c'était intéressant parce même si je m'intéresse pas mal à la politique anglaise, j'étais pas au courant de certaines choses. Et c'est vrai que ce qui est terrifiant, c'est qu'en fait, c'est un peu comme Abbott Elementary. Autant vous dire que c'est un désastre. Il y a littéralement des fois le plafond qui s'effondre dans les salles d'accouchement. Et à chaque fois que je regarde la série, je dis mon Dieu, c'est vrai que ça se passe au début des années 2000. Et qu'en fait, je n'ose même pas imaginer, parce que j'ai un grand doute que ce se soit amélioré avec les années. Et donc, je pense que la série aussi sert à ça, de nous dire c'était si mauvais à cette époque-là et c'est encore pire aujourd'hui. Et c'est une série qui nous parle de stress au travail, de non-financement des hôpitaux publics. C'est d'autant plus marquant après la crise Covid, je trouve. Enfin, c'était vraiment un sujet qui est arrivé au bon moment après ce qu'on a vécu ces dernières années. Et ça parle aussi. Alors, ça parle énormément aussi de santé mentale, notamment de burn-out. Je dois prévenir aussi qu'on évoque aussi le suicide dans cette série. L'une des personnages est sujet à ça à un moment de par le stress intense et la terrible dépression qui l'atteint à cause de son travail. C'est une série c'est drôle parce que j'ai tellement aimé ces personnages. Enfin, les personnages sont tellement attachants. Et lui, il joue vraiment c'est un peu un Dr House bis, un Dr House anglais joué par Ben Whishaw. Mais je crois que c'est la première fois que je vois un personnage type Dr House
que la série ne cautionne pas. À aucun moment, alors oui, des fois il est drôle parce que c'est Ben Whishaw et il a un timing comique génial, mais la série est toujours là pour nous dire tu es infect, mec, en fait. C'est de ta faute si les gens sous toi se sentent mal, c'est de ta faute s'il se passe ça, t'as fait telle erreur pour tel truc, et on est très attaché à ce personnage et on l'aime beaucoup, mais la série ne nous cache jamais ses défauts, et j'ai trouvé que c'était très rafraîchissant parce que Dieu sait qu'on s'est tapé des personnages méchants pour être méchants et fallait les admirer parce que oh là là ils sont brillants quand même. Eh ben non, le personnage de Ben Whishaw, il est certes brillant, il est certes émouvant, mais il est aussi très très toxique par moments, et la série nous le rappelle tout le temps. Donc c'est fantastique. Ça permet aussi, alors j'aime beaucoup aussi cette trajectoire que Ben Whishaw a pris dans cette carrière de refuser de jouer des rôles d'hétérosexuels, et donc son personnage est gay, et c'est l'occasion aussi de voir à quel point il y a eu quand même s'il y a tellement de choses à faire, il y a eu quand même de la progression sur comment vivre sa sexualité sur son lieu de travail. Là on voit qu'en début des années 2000 il ose toujours pas le dire à ses collègues, il ose pas non plus le dire à ses parents, donc il y a toujours c'est l'occasion de reparler de ce sujet-là il y a 20 ans en fait, donc j'ai trouvé ça vraiment très très bien, et c'est terriblement bien interprété par Ben Whishaw, que de toute façon dès qu'il nous regarde avec ses yeux mouillés là c'est fantastique. Donc j'ai été renversée par cette petite série. Je crois qu'il n'y aura pas de saison 2 et c'est fort dommage parce que j'aimerais tellement revoir ce personnage. Il est terriblement attachant et j'aurais aimé voir 1000 saisons avec lui. Et je pense que tu l'aimeras beaucoup, cette série. Et il est atrocement sexy aussi. Oui, toujours. Toujours. Donc voilà, j'étais incapable de mettre une de ces deux séries en deuxième place. Elles méritent toutes les deux la première place. Elles sont incroyables. Je ne peux que vous les recommander chaudement. Même si elles sont pas très gays. J'ai pas mis des séries très gays. C'est pas la joie. Non. Mais on a mis Abbott Elementary en deuxième pour compenser. Oui. Désolée, ça faisait beaucoup d'informations d'un coup, mais voilà, j'ai beaucoup aimé ces deux séries et elles méritent d'être vues. Et puis voilà, c'était le top 10. C'était le top 10, c'était le top 10 de Julien. C'est bien Drag Italie. C'est quoi cette histoire de trottinette? Eh ben, dans Drag Race Italie, elle gagne des prix. Alors, elle gagne des prix après l'épisode, genre celle qui a gagné le lip sync, je crois. Donc, c'est soit un panier de Yves Rocher ou des colliers moches. Et quand elle gagne le mini challenge, elle gagne aussi un prix. Et le dernier épisode que j'ai vu, elle a gagné une trottinette. Mon Dieu! Mais... De manière très sérieuse. What? Mais une trottinette électrique au moins? Je suis même pas sûr. Si, une trottinette électrique, je crois. Mais ouais, le pit crew amenait la trottinette et tout. C'était le juste prix, soudainement. Mais oui, ça fait très juste prix. Oui, enfin, c'est très étrange. Voilà. Et il y a eu la Bluesy Cool Lady Gaga. Oui, qui était nulle à chier. Oh non, à chier. C'était bof. C'était quand tu veux refaire les chansons, mais tu changes un peu la mélodie pour pas te faire copyrighter. Oui, donc tu passes ton temps à reconnaître une mélodie, à t'attendre que ça vaille dans une direction, mais ça va dans la direction opposée. C'est très agréable à écouter. Ouais. Les paroles sont nulles à chier, la chorale était nulle à chier. Et en plus, t'avais les juges qui réagissaient en même temps, genre ils faisaient leurs critiques, donc tu les entendais parler en même temps. Ah, Caméléon. Et à un moment, il y a l'autre qui fait ah, caméléonique. Il répétait les paroles, genre ah, c'est drôle, mais on s'en fout, on est là pour écouter le truc. On se tait. Chut. Ça suffit. Tu n'es pas en mais bon, il y a Chiara qui est très drôle, qui est complètement unhinged pendant tout. C'est un peu leur Michel Visage qui est juste hystérique. Elle passe son temps à rire. T'as une méchante sorcière, mais elle est complètement folle, elle est extraordinaire. Elle doit être insupportable au quotidien. Ah ouais. Et parenthèse, j'ai vu Drag Race Philippines qui était mignon. Les épisodes font 1h30, c'est trop long, ça suffit. Oh là là, mais, on est pas Koh-Lanta. Mais ouais, aussi long qu'un épisode de Sherlock. Mais le Snatch Game dure 35 minutes. Et c'était trop long? Ah bah oui, c'est 35 minutes de Snatch Game, Julien. Waouh. Parce que c'est drôle parce que dans la saison actuelle US, il a duré 30 secondes. Il a duré 30 secondes. Et mais le casting était très attachant. Voilà. Cool. Il y a eu des bons retours sur Philippines quand même.
Ouais, franchement, il marchait bien. Et à ce qui paraît, le girl group était super. Je n'ai pas été très fan de la musique, mais tout le monde a dit que c'était le meilleur girl group challenge de toute la firme. Trop bien. Voilà. Bon, allez, terminons là, ça suffit. On a parlé 1h30. Oui, il faut aller se coucher, il y en a qui bossent demain. Ben oui, au lit là. Je vais regarder The Circle. Ok, très bien. Je vais regarder. Bon Circle. Ils ont mal joué, ça me saoule. Ah. Merci. Merci. Ce sera tout. Goodbye. Goodbye. Who will come on the wedding night? Who will come first on the wedding night? I'd say the When his dick feel right and your pussy is tight. Avec tes beaux cheveux, maintenant, tu pourrais trop la cosplayer. C'est vrai. Allez, 1, 2, 3. 2, 3. Who will come first on the wedding? Ah, tu voulais chanter, je crois qu'on raccroche. Bon, allez, ça suffit. C'est un désastre. Je mettrai la musique. Goodbye. Bye. Bye. Who will